je lance, hein, comme ça. Bon, en attendant, mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'être venus aussi nombreux. La salle est pleine, quasiment pleine à craquer. Pour cette conférence que nous organisons avec l'Université de Toulon, que je remercie évidemment chaleureusement de nous accueillir dans ses murs, pour un sujet un peu original, puisque d'habitude ici on fait surtout de la géopolitique. Et aujourd'hui, on va parler de relations internationales, mais on va parler de criminalité et du lien entre criminalité et géopolitique. Et pour ce faire, j'ai le plaisir d'accueillir Antoine Wittkin, qui a plein de raisons d'être là ce soir. Il est journaliste, il est écrivain, il est réalisateur de documentaires. Vous l'avez certainement vu plusieurs de ces documentaires sur France Télévisions essentiellement, hein, me semble-t-il, et Arte. Et il a écrit un certain nombre de livres sur des sujets, de tous qui nous parlent ici à la FMES et qui vont vous parler. J'en cite quelques-uns simplement. La tentation de la défaite en 2006, qui traitait de l'islamisme et de la politique internationale française sur ce sujet. Un livre sur un thème original qui s'appelle Mein Kampf, histoire d'un livre, c'est la façon dont a été rédigé, produit et l'impact de ce livre, donc sujet brûlant s'il en est. Et le dernier, qui a eu le prix géopolitique et de la FMES, ce qui vaut à Antoine Wittkin d'être avec nous ce soir, qui s'appelle Triade, la mafia chinoise à la conquête du monde, aux éditions Talendier, donc sorti cette année en 2025. Un excellent livre, très facile à lire et qui en même temps exprime un sujet que je ne vais pas dévoiler puisque l'auteur est là et nul mieux que lui peut nous parler de ce sujet. Mais vous l'avez compris, les mafias chinoises, les relations, l'impact pour nous, les relations internationales, la géopolitique. Antoine Wittkin, je vous passe la parole. Et si le technicien est disponible, s'il m'entend, il peut venir. Il y a peut-être quelques bouts de films intéressants que Antoine Wittkin voudrait nous passer. Mais sinon... je vous laisse la parole. Bonsoir. Effectivement, vous avez bien compris que je m'intéresse qu'à des sujets amusants et légers. Les triades, cela dit, n'est pas finalement le pire de ces sujets-là, parce que, à défaut d'être totalement rassurant, ça a le mérite d'être exotique et très nouveau. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je me suis lancé dans cette aventure il y a maintenant quelques années, et je crois en 2020, dans le cadre... J'ai l'impression que vous m'entendez par intermittence, non? Ça va? Bon, parfait. Je me suis lancé donc dans cette aventure-là en 2020. Je dois dire que je ne connaissais absolument pas les triades. Je ne connaissais pas ou très mal la Chine. J'y étais d'ailleurs jamais allé. Et lorsqu'un producteur de télévision m'a proposé de me lancer dans la réalisation d'une série documentaire pour Arte sur ce sujet, j'ai un peu hésité et accepté parce que ça me semblait nouveau, exotique, comme je vous disais, intéressant. Et plus j'ai commencé à creuser ce sujet, plus je me suis aperçu qu'il était digne d'intérêt. À la fois parce que je crois, et on va en parler ce soir, il raconte l'histoire de la Chine tout simplement, et par ailleurs il met le doigt sur un certain nombre d'enjeux, et notamment d'enjeux très actuels qui, je crois, méritent d'être mis en lumière. Et donc voilà, donc à ce moment-là j'ai accepté de travailler sur ce sujet. Ça a donné lieu donc à cette série documentaire pour Arte, que peut-être certains d'entre vous ont vu, parce que j'imaginais peut-être vous montrer, alors si techniquement c'est possible, je m'y prends un peu au dernier moment, quelques images du documentaire, parce que finalement, donc, mon livre et la traduction, alors en livre, évidemment, augmenté, beaucoup plus vaste, avec d'ailleurs des personnages, des situations, des cas, des sujets que je ne traitais pas dans le documentaire, mais c'est une forme d'adaptation de mon documentaire. Alors, est-ce que beaucoup d'entre vous l'ont vu par hasard? Ça me permettra... Non, pas beaucoup. Hein. Pourtant, les audiences étaient bonnes, mais... Très bien. Dans ce cas-là, ça vaut peut-être le coup de vous montrer ces images. Si nous y arrivons, écoutez, je pourrais vous montrer un certain nombre d'images que j'ai filmées donc, de ces chefs mafieux, puisque mon enquête a
pour l'essentiel, consisté à, donc après une phase assez longue d'enquête à Paris, depuis Paris, en m'entourant notamment d'un assistant qui parlait chinois, lui, et qui était un spécialiste de la compliance et de l'aide à l'investissement des entreprises en Chine, où une partie de son boulot consistait à éviter aux entreprises françaises de mettre les pieds là où il ne fallait pas, et donc la question de la mafia des groupes criminels se posait. Et donc nous avons travaillé à peu près 6 mois à froid, sur papier, finalement, à essayer de comprendre qui était qui, à essayer de faire, comme on fait en général dans ce genre de cas, et comme fait par exemple la police, lorsqu'elle s'occupe de la mafia, des organigrammes. Et les organigrammes, c'est vraiment la base d'un travail sur les mafias, parce que en fait, les mafias ont pour propriété d'être organisées de manière hiérarchique. Ça les différencie d'autres types de groupes criminels ou d'individus. Elles sont organisées et donc les polices font des organigrammes. Donc j'ai fait ça pendant un certain temps. Et puis ensuite, eh bien, tout a consisté à, notamment parce que j'avais besoin d'images. Encore une fois, j'ai d'abord fait un documentaire avant de faire le livre. Ça a consisté à prendre des attaches avec des mafieux. Alors, peut-être la question que vous vous posez, c'est est-ce que j'habite Paris, est-ce que je suis allé dans le 13e arrondissement ou dans les bureaux de tabac, dans les salles de Mahjong? Eh bien non, à la fois parce que j'anticipais le fait que de toute façon ça aurait été peine perdue parce que ce sont des milieux extrêmement fermés, et pour en avoir d'ailleurs parlé avec des policiers français, des Parisiens en l'occurrence, ils me disaient effectivement leur difficulté à infiltrer ou même tout simplement à cerner les contours de ces réseaux criminels sur le sol français. On en parlera à la fin de mon intervention, ils existent, ils sont là. Et donc j'ai renoncé donc à cette perspective-là en me disant que finalement ce qu'il fallait que je fasse, c'est comme je fais à chacun de mes documentaires notamment, c'est-à-dire aller voir les chefs. C'est ce que je fais lorsque je travaille sur Poutine, Bachar el-Assad, Mohamed Ben Salman. Je vais voir, alors non pas les personnes que je citais, que je n'ai pas rencontrées, mais je vais voir leur entourage, leurs proches, leurs conseillers, et du côté de leurs opposants, en l'occurrence occidentaux, je vais également voir les décideurs. Ça, c'est ma manière de travailler, donc je me suis dit, bien, sur les triades, on va faire la même chose. Et donc, plutôt que perdre du temps à essayer de voir des repentis, alors, il n'en existe pas, d'ailleurs. Là aussi, c'est une autre chose que j'ai apprise. Il n'y a pas de repentis. Et je dois dire que je pensais que mon enquête, donc en l'occurrence, d'abord, mon documentaire consisterait à faire parler des gens floutés, masqués, comme on dit. En fait, il n'y en a aucun dans mon film. C'est vraiment très surprenant. À part si un avocat de la mafia qui lui a demandé. Voilà. Mais il n'y en a aucun parce qu'il n'y a pas de repenti. Je crois que ce simple fait en dit long sur les méthodes des triades et de la mafia chinoise. Et donc, je suis allé sonner la porte des chefs. Alors, je passe, peut-être on y reviendra, ce sera peut-être l'objet de certaines de vos questions. Donc, je passe la manière dont ça s'est fait. C'est assez classique, en 2 mots, par des intermédiaires, des fixeurs, des intermédiaires d'intermédiaires, des gens qui sont parfois payés pour ça, qui ont un intérêt. Mais on y reviendra. Je ne veux pas rentrer trop sur le mode opératoire tout de suite. On en parlera peut-être ensuite. Mais toujours est-il que donc après quand même un certain nombre de mois d'efforts, j'ai réussi à rencontrer un certain nombre de personnes. Alors comment pourrais-je dire ça, des mafieux d'un niveau hiérarchique intermédiaire du côté de Hong Kong et Macao, des proches d'un certain nombre de triades, un personnage en prison aux États-Unis qui est le membre d'une triade qui m'intéressait beaucoup, et puis les chefs de 2 des plus grandes triades en personne. Et donc ça a été vraiment la bonne surprise de mon enquête et son tour de force. Et donc voilà, donc pour cette base-là, j'ai pu donc réaliser ce film et ensuite écrire ce livre. Alors, voilà, pour pas rester trop longtemps dans la tambouille, un certain nombre de choses à vous dire. Alors, avant de rentrer dans le vif de ce sujet, donc des triades, l'une des autres raisons pour lesquelles je m'y suis intéressé à ce sujet, outre le fait que donc c'est tout à fait nouveau, exotique et ça raconte l'histoire de la Chine, c'est que ça m'apparaissait, et je crois que c'est d'ailleurs ce à quoi la FMES a été sensible, c'est que ça met le doigt sur des enjeux géopolitiques extrêmement brûlants, et d'ailleurs plus que des enjeux géopolitiques, des enjeux politiques, sociaux,
éthique, voilà, qui tient au fait que les mafias ont une place, alors ont toujours eu une place importante dans notre monde, mais ont une place particulièrement importante aujourd'hui, qui est liée à plusieurs choses. C'est qu'elles sont, elles marchent avec la mondialisation économique. Et là, vous vous en doutez, la Chine étant la première puissance économique mondiale, il y a une relation de cause à effet entre la puissance des triades et la puissance de la Chine. Mais les experts estiment, pour vous donner une indication, que le poids du crime organisé, alors là je suis très large, je parle du crime organisé ou du crime d'ailleurs, en général dans le PIB mondial, équivaut entre 4,7 selon les estimations les plus conservatrices et même 7% pour certaines d'entre elles. Donc je crois que ça vous en dit long sur les enjeux gigantesques autour donc des mafias en général, des triades en particulier, mais des mafias en général, des enjeux de déstabilisation. Et ce qui est également intéressant, c'est de constater que ces mafias, en général, là je parle au pluriel, en fait vont de pair et prolifèrent sur deux phénomènes finalement qui sont assez contradictoires, mais pourtant pas tant que ça. Ça prolifère sur des États faibles ou inexistants. Et là, alors, notre monde est entouré donc d'États qui sont défaillants, inexistants, etc. J'ai par exemple travaillé pendant plusieurs années sur la Syrie à l'époque de Bachar el-Assad. Bon, la Syrie était gouvernée par Bachar, mais l'État était totalement failli et divisé, et le territoire également. Et donc, le corollaire au pouvoir de Bachar el-Assad, c'était l'existence de mafias extrêmement puissantes, et notamment de réseaux criminels qui s'adonnaient au trafic de drogue au Moyen-Orient et dans le monde. Et je crois que ça n'a pas été pour rien dans la capacité du régime à tenir aussi longtemps. Donc vous voyez que ça va de pair avec ces régimes faillis. Et deuxièmement, ça va de pair avec autre chose, je pense plus intéressant et qui nous rapproche de notre sujet, ça va de pair avec des États forts, et en l'occurrence des dictatures. Et donc, avant d'arriver à la question de triade, eh bien, proche de nous, proche des enjeux qui en Europe nous concernent, en tout cas devraient nous occuper toutes nos jours et toutes nos nuits, la Russie par exemple, dans sa capacité notamment à échapper aux sanctions qui la touchent, ou bien à intimider ou réprimer des oppositions à l'extérieur, eh bien la Russie utilise de manière très massive, et ça préoccupe beaucoup les services concernés, la mafia russe ou des mafias caucasiennes, et jusque sur le territoire français. Voilà, donc s'intéresser aux mafias et aux triades, c'est pas anodin, ça a vraiment des vrais enjeux. Maintenant, bon, rentrons dans le vif du sujet. Je vais essayer de ne pas être trop long, mais je sais qu'on a du temps, donc je vais quand même un peu prendre mon temps, et puis ensuite je serai ouvert à vos questions. Et d'ailleurs, quelqu'un peut m'apporter un verre d'eau, je ne serais pas contre, parce que je sens que j'en aurais peut-être besoin. Qu'est-ce que c'est que les triades ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que en fait, les triades, le mot triade n'existe pas. Si vous dites triade à une triade, aux membres d'une triade, il ne comprendra pas de quoi il s'agit. Et il m'a fallu l'intégrer au départ. Et pour vous dire, vraiment au tout début de mon enquête, je me lance là-dedans. Donc voilà, Arte me dit, bon bah très bien, allons-y. Ça me paraît quand même un vrai défi, voire quelque chose de peut-être infaisable, mais bon, j'y vais quand même. Et donc je recrute un traducteur chinois, donc un Chinois qui venait du sud de la Chine, du sud de Shanghai, qui est un territoire historiquement très très labouré par les triades. Et je lui dis que voilà, je vais travailler sur les triades et j'ai besoin de ses services. Et là, à ma grande stupéfaction et à ma peur sur le moment, il me dit, je ne sais pas ce que c'est que les triades. Donc j'ai compris ensuite que voilà, ce mot n'existe pas dans la langue chinoise et les triades ne s'appellent pas les triades. Avant que je vous dise comment et pourquoi elles s'appellent les triades, en fait, donc ces groupes criminels, ces mafias chinoises, elles s'auto-appellent, alors elles ont tout un nombre de noms propres, mais de manière générique, elles se qualifieraient de sociétés noires ou de sociétés secrètes, ce qui approcherait plus de la notion qui nous occupe aujourd'hui. Donc voilà, ce mot triade n'existe pas. En fait, c'est une invention occidentale, en l'occurrence anglaise, très probablement, à un moment où, au XIXe siècle, les Anglais, à la suite des guerres de l'opium, avaient pris pied à Hong Kong et contrôlé le port de Hong Kong, qui était à l'époque le plus grand port chinois de la Chine impériale. Et lorsqu'elles ont été confrontées donc, à ces organisations
criminels, mais pas seulement, également politiques, avec des buts politiques, très organisées, très secrètes, et puis également avec une assise religieuse. Je vais revenir un peu sur tout ça, mais pour que vous compreniez d'où vient le mot triade, eh bien, ça leur a rappelé en fait des sociétés secrètes en Occident, et notamment l'une d'entre elles, la franc-maçonnerie. Alors, évidemment, il n'y a pas de lien entre les triades et la franc-maçonnerie, mais ça a rappelé ça aux Anglais. Donc, c'est peut-être une explication de ce mot triade, et donc qui fait allusion au triangle, qui est un symbole important dans le monde franc-maçon. L'autre explication, mais elle n'est pas exclusive, c'est que à l'époque, l'une des sociétés secrètes chinoises les plus actives à Hong Kong s'appelait la Tiandihui, qui veut dire la société du ciel, de la terre et du feu. Donc on a à nouveau 3 éléments, mais je pense que tout ça a fait sens pour les Anglais. Donc ils ont nommé ces sociétés secrètes les triades. Alors, qu'est-ce que c'est que les triades ? Là aussi, c'est une question de vocabulaire. Aujourd'hui, en fait, à l'échelle de la criminalité chinoise, les triades ne sont qu'une partie de la criminalité chinoise. Celle-ci comporte également des groupes criminels, des groupes criminels organisés, notamment en Chine continentale, par opposition à ses marges, c'est-à-dire Taïwan, Hong Kong et Macao, dont je vais parler rapidement. Et donc en Chine, voilà, la Chine connaît des groupes criminels divers qui parfois ressemblent à des mafias ou pas. Alors vous connaissez la définition de mafia. Une mafia, ça suppose quand même un ancrage territorial, des rites, des traditions, etc. Je ne reviens pas dessus. Et ces groupes criminels tendent toutes à copier un modèle qui est donc celui des triades. Et donc les triades, en fait, ce sont les plus anciennes mafias, les mafias les plus traditionnelles chinoises, qui ont persisté, muté depuis 3 ou 4 siècles. Je vais vous dire 2 mots sur leurs origines bientôt. Qui aujourd'hui, au moment où on parle, ont leur siège, leur QG, vraiment leur base arrière à Taïwan, à Hong Kong et à Macao. On en compte environ 6. Moi, je me suis intéressé à 4 d'entre elles, 6 principales, pardon. Je me suis intéressé à 4 d'entre elles, qui ont des noms assez exotiques, puisqu'à Taïwan, il s'agit de Bamboo Uni, également de l'Alliance Céleste, ça c'est moins surprenant, et à Hong Kong et Macao, de la 14K, comme 14 carats, plus ou moins, et de la Sun Yee-on, bon, là, qui est un nom chinois. Voilà. Il y en a encore 2 autres. Ça, c'est les 6 plus grandes. Et puis, en fait, il y a ensuite une myriade de très petites. Je pense qu'il y a même des triades familiales. Ça suppose quand même un certain niveau d'organisation. Et donc, voilà ce dont on parle. Alors, d'où elles viennent, ces triades ? Et je pense que je vous fais rapidement une forme de généalogie historique. Vous allez peut-être mieux comprendre là où on arrive aujourd'hui. Les triades sont en fait nées entre le 15e et le 16e siècle, à un moment où la Chine connaissait de très grands bouleversements. En l'occurrence, une guerre civile assez permanente d'ailleurs depuis le 16-17e siècle, à la faveur de l'arrivée au pouvoir des Qing, c'est-à-dire une dynastie d'origine mandchoue à l'origine. Et en gros, là aussi, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais la Chine a connu un très fort décalage et tension entre l'État central, dirigé par les Qing, assez détesté par la population, qui avait dans les provinces des représentants, et donc les provinces, les marges, qui étaient dans des logiques de rupture avec l'État. Et donc je vais vous parler de situations dans lesquelles l'État est faible. Le développement des triades est allé de pair avec cette faiblesse, qui a duré longtemps. Je ne reviens pas sur l'histoire de Chine, ce que je dis est un peu caricatural, mais grosso modo c'est ça, donc de la Chine des Qing. Et par ailleurs, donc cette Chine impériale a connu d'incessantes rébellions, guerres civiles entre différents chefs de guerre. Donc à la faveur de tout ça, ces groupes sont apparus, constitués en sociétés secrètes, avec une assise religieuse très forte. Il faut vraiment penser les triades comme des groupes criminels d'une part, clairement, également politiques, ça, je vais vous détailler ça, et religieux. Et je fais une parenthèse, pardon, j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais j'espère que je ne vous perds pas trop. Vous levez la main si ça va dans tous les sens. Je reviendrai après sur la Chine impériale du 16-17e siècle.
lorsque j'avais abordé le sujet des triades avec le principal expert du dossier à Taïwan, qui est en l'occurrence le président de la commission de la défense nationale, et vous comprendrez pourquoi cette notion de défense nationale importe. Merci. Il m'a parlé des triades comme des fanatiques religieux. Et ensuite, quasiment comme on aurait pu ici me parler des islamistes radicaux, par exemple. Ça m'avait frappé. Parce que donc les triades on revendique une légitimité religieuse. Les serments d'entrée dans les triades, par exemple, et ça, les gens que j'ai rencontrés me l'ont très bien décrit, se font dans des temples, par exemple. Voilà, les triades se revendiquent d'une très ancienne tradition chinoise. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ça leur sert beaucoup, mais j'y reviendrai. Et donc, je reviens dans cette Chine de l'Empire Qing, guerre civile, et donc des groupes, avec cette base-là, des groupes proposent aux plus pauvres, aux travailleurs pauvres des villes, aux paysans pauvres, des groupes d'autodéfense. Et c'est toujours comme ça que ça démarre. Si on s'intéresse à la Sicile et de la mafia, c'est comme ça que ça démarre. C'est-à-dire que vous avez des gens qui vont voir les paysans qui disent je vais vous protéger, par contre il va falloir me payer pour cette protection. Et donc assez rapidement, les groupes ont eu non seulement ces activités sociales et religieuses, également ces activités politiques, puisque leur légitimité politique de ces groupes dont je vous parle, c'était de dire on veut chasser les Ming, on veut chasser les Qing pour rétablir les Ming, donc la dynastie qui était jugée légitime par les triades, et par ailleurs des activités criminelles se développent à partir de là. Au début, c'est tout simplement, mais là c'est vieux comme le monde, ça repose sur d'abord de l'extorsion, puis ensuite vous faites divers trafics d'êtres humains, d'abord, parce que les humains sont ce qu'il y a de plus... le matériau pour des criminels le plus facile à travailler, et donc alors, dans les groupes humains, c'est d'abord les plus faibles, en l'occurrence les femmes, donc c'est des réseaux de prostitution assez rapidement, esclavage, mise en esclavage pour du travail de manière générale, et puis ensuite divers trafics, mais ça démarre comme ça. D'ailleurs cette notion de chasser les Ming, chasser les Qing pour établir les Ming, je posais la question à un mafieux, alors vraiment de bas étage, personne n'est ex-mafieux comme je vous disais, mais un ancien vendeur d'héroïne de la 14K à Hong Kong, et aujourd'hui dans une sorte de semi-retraite professionnelle, mais et quelqu'un qui était assez peu cultivé, je dois dire, mais il me racontait comment ses chefs, il me disait ça, leur bassinaient les oreilles toute la journée de chasser les Qing et rétablir les Ming. Et on était dans les années 60 à Hong Kong sous domination anglaise, les Ming étaient pas prêts de revenir et les Qing étaient plus là depuis très longtemps. Donc vous voyez qu'il y a quand même, il ne faut pas négliger cette dimension-là. Elle est très présente. Et alors là, je fais des sauts en avant et en arrière historiquement, mais c'est pas très grave finalement. Et donc cette histoire assez longue des triades est extrêmement importante pour recruter en fait, aujourd'hui. Parce que là, c'est comme toutes les mafias, ce qui fait la force d'une mafia, c'est le nombre de gens qui travaillent dans la mafia, simplement. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire aussi bien des soldats de base que des gens qui rallient un groupe mafieux. Alors, je peux vous donner plusieurs exemples, qui ont un petit réseau de trafic d'héroïne ou d'ecstasy à l'échelle régionale ou en France, j'en sais rien, ou bien qui ont une entreprise cyber dans les faubourgs de Macao et qui rallie la triade pour obtenir sa protection, pour mutualiser un certain nombre de moyens, pour obtenir les arbitrages du grand chef. Voilà. Et donc les hommes, c'est vraiment absolument clé. Et si vous voulez recruter les gens, vous ne pouvez pas seulement leur proposer ce que proposent les mafias en général, c'est-à-dire une forme d'arbitrage des différends, de justice, parfois de moyens, parfois d'unités de tueurs mises en commun qui vous permettent d'agir, ou de gros bras. Vous avez également besoin de leur proposer un cadre, tout simplement un cadre intellectuel, un cadre religieux, un cadre historico-politique avec une légitimité. Je me souviens là aussi une rencontre assez frappante avec un jeune mafieux là vraiment un cadre moyen je dirais qui gérait à Taïwan un petit quartier de Taïwan et dont l'activité consistait à gérer une sorte de boîte de nuit qui servait en fait de lieu de prostitution de la triade. Et il me parlait tout le temps de sa triade comme de sa famille.
C'était vraiment ça. Il y a cette dimension-là qui est propre. On parlait de l'islamisme à des groupes islamistes, où on coupe les gens de leur famille pour les embrigader dans quelque chose où on devient frère. Eh bien, frère, c'est aussi le mot qui est utilisé entre les membres des triades. Et c'est d'ailleurs sa dimension familiale, où on vous coupe de la famille, ça rappelle aussi les sectes. Il y a vraiment de tout ça dans les triades, je trouve. Voilà, donc bon, écoutez, je vous ai, je pense, expliqué un peu voilà, ce que c'est que les triades. J'espère pas trop me disperser. Alors, ensuite, je vais vous parler donc de cette légitimité historique qui est revendiquée par les triades. Et c'est ça, moi, qui m'a beaucoup intéressé dans ce sujet-là. C'est que, bon, vous avez vu à peu près ce qu'elles sont. Ce sont donc ces sociétés secrètes. Ce qui est assez incroyable, je dois dire, à l'échelle de l'histoire chinoise, c'est qu'elles ont partie prenante dans l'histoire de la Chine contemporaine. Et leur objectif, comme je vous l'ai dit, était de chasser les Qing. Elles en sont venues à soutenir un certain nombre de révoltes et à soutenir le mouvement nationaliste du Kuomintang, dirigé au début du XXe siècle par Sun Yat-sen. Elles l'ont tellement soutenu que Sun Yat-sen, donc, qui est le fondateur, le premier président de la République de Chine en 1911, donc le fondateur de la Chine moderne, elles l'ont tellement soutenu que Sun Yat-sen était membre de plusieurs triades, et notamment de l'une d'entre elles, qui s'appelle la Chikuntung, qui alors a une spécificité, c'est que c'est une triade américaine, c'est-à-dire que les Chinois ont émigré vers les États-Unis à partir du 19e siècle, d'ailleurs même un peu avant, et assez rapidement ils ont reproduit aux États-Unis le modèle des triades en Chine, c'est-à-dire d'avoir des groupes. Et alors c'était d'autant plus facile que les Chinois étaient une minorité aux États-Unis, et donc des groupes qui protègent, extorquent, etc. En l'occurrence, la Chikuntung importait également de la drogue, de l'opium vers les États-Unis, des prostituées, des travailleurs illégaux dès le 19e siècle. Donc ça, c'est la Chikuntung. Alors, d'ailleurs, j'ai mentionné l'opium. Je passe très vite sur les guerres de l'opium, c'est pas très important, mais comme vous l'imaginez, lorsque les Occidentaux, et les Anglais notamment, sont arrivés en Chine et puis ont obligé les Chinois à accepter l'importation de l'opium, vous imaginez bien que les triades étaient aux premières loges pour participer à ce trafic et à sa vente sur le territoire chinois, et qu'au départ des Anglais notamment, elles ont repris évidemment ce trafic. Et d'ailleurs, ce n'est pas anodin sur la situation que nous connaissons aujourd'hui, qui est le trafic de fentanyl vers les États-Unis, qui est vu par certains, notamment par les autorités américaines, comme une forme de guerre de l'opium inversée. Donc je reviens sur la Chikuntung, parce que c'est assez amusant. J'espère que vous suivez toujours, parce que c'est vrai que c'est un peu puzzle, mais je pense que c'est une bonne manière de raconter les choses, en fait. C'est plus, je ne vais pas vous faire une fiche Wikipédia sur les triades. Et la Chikuntung, c'est assez amusant parce que donc, je me suis retrouvé à converser avec un personnage, Raymond la Crevette, en prison à vie dans un pénitencier américain. Alors, c'est un type qui est arrivé aux États-Unis, en Californie, dans les années 80, qui était envoyé par une triade de Hong Kong pour exporter tout simplement la triade sur place. Et donc il s'est adonné assez rapidement à un certain nombre de trafics, de drogue, d'armes, etc. Il a notamment corrompu un sénateur de l'État de Californie, donc vous voyez, c'est quand même pas rien. Là aussi, c'est les méthodes des triades qui sont évidemment, comme toutes les mafias, très portées sur la corruption. Et donc ce personnage assez haut en couleur, qui est rasé, avec des tatouages, enfin voilà, assez haut en couleur, qui est par ailleurs un criminel, puisqu'il a fait assassiner, vous l'imaginez bien, son prédécesseur à la tête de la Chikuntung, un adversaire. Je suis rentré en contact avec lui parce qu'il disposait d'archives, me disait-il, assez inédites, sur Sun Yat-sen, sur le fondateur de la Chine moderne. Et ça en dit long, je crois, sur ce sujet des triades. C'est quand même assez vertigineux de se dire qu'au fin fond d'un pénitencier, ce mafieux possède ses archives. Alors, c'était pas un mensonge de sa part, il a effectivement ses archives. Et lorsque je communiquais avec lui, c'est le moment où il les a données, il en était très fier, à l'université de Berkeley en Californie. Et c'est des archives assez inestimables d'ailleurs, puisqu'elles éclairent alors un pan effectivement marginal de l'histoire de Chine, mais qui nous intéresse, qui est donc le rôle de la Chikuntung aux côtés de Sun Yat-sen. Donc, voilà, pour être très rapide, Sun Yat-sen
à un moment d'exil, au début du XXe siècle, il est donc en exil aux États-Unis, et bien à ce moment-là, il adhère à la Chikung-Tung, dont il devient un des chefs, qui lui donne des moyens financiers, qui lui donne des réseaux, puisque les triades, ce sont des réseaux à l'échelle du monde, à l'échelle de l'Occident, vous l'avez vu, on parle des États-Unis, à l'échelle de la Chine, évidemment, à l'échelle de l'Asie du Sud-Est. Là aussi, Sun Yat-sen fait d'ailleurs une tournée, il est à Singapour, où là, il voit ses relais membres de triades ou d'organisations secrètes de type triade à Singapour. Il est également à Hawaï, même chose. Donc, à chaque fois, il engrange des soutiens, de l'argent, etc., etc. Et tout ça lui permet de prendre le pouvoir en 1900. Alors, je parlais... Les Chinois ont la mémoire longue. Donc, je parlais avec un chef d'une sorte de triade appelée les Hongmen, à Taïwan, et ce personnage se plaignait de la trahison de Sun Yat-sen comme si c'était hier. Voilà, il s'en était toujours pas remis. Effectivement, Sun Yat-sen, une fois au pouvoir, a d'après les triades, un peu oublié ses anciens amis. Ça n'a pas duré longtemps, puisque à Sun Yat-sen a succédé Chiang Kai-shek, que vous connaissez. Et alors, là aussi, pour être très rapide, Chiang Kai-shek s'est appuyé sur une triade appelée la Bande Verte, dirigée par quelqu'un qui s'appelle Du Yucheng, surnommé Du les Grandes Oreilles, parce qu'il y avait des grandes oreilles. Et c'est un monde assez haut en couleur, hein, les triades. Je me suis intéressé beaucoup à un personnage à Taïwan que j'ai rencontré très longuement, qui s'appelle Lou Blanc, qui est le chef de Bamboo Uni, qui est d'ailleurs aujourd'hui, qui a été arrêté d'ailleurs ces derniers jours. Il y a beaucoup d'actualités sur les triades, je vous en dirai un mot. La plupart d'ailleurs des personnages de mon documentaire ont été arrêtés après, y compris des chefs de très haut niveau, et heureusement j'y suis pour rien, parce que c'est une des choses qui m'avait un peu inquiété sur le moment. Et donc Lou Blanc était par exemple le camarade du fondateur, du chef historique de Bamboo Uni, qui s'appelle Canard Sec. Voilà. Alors, donc tout ça est assez exotique, et c'est son surnom en chinois, hein, il s'appelle vraiment Canard Sec, parce qu'il ne savait pas nager apparemment. Et d'ailleurs, je crois qu'il s'est fait appeler Canard Mouillé après être tombé dans l'eau. Bon. Mais ce personnage, Canard Sec, a co-dirigé Taïwan aux côtés du fils de Chiang Kai-shek dans les années 80. Et il est l'auteur d'un nombre assez important d'assassinats. Vous voyez que voilà, ils ont des noms assez amusants, mais ce ne sont pas des tendres. Et s'il a dirigé Taïwan, c'est parce que, là je reviens en arrière, vous avez vu que ça est assez cohérent, c'est parce que les triades ont finalement énormément compté aux côtés de Chiang Kai-shek, donc le chef nationaliste chinois, qui ensuite est devenu le dirigeant taïwanais, pour ceux qui n'ont pas forcément cette histoire parfaitement en tête. Et donc, on revient là dans les années 30 en Chine, en l'occurrence à Shanghai, qui était la place forte de Chiang Kai-shek. Et donc, il s'est appuyé donc, sur cette bande verte qui s'adonnait au trafic d'opium. Du Yucheng avait commencé sa carrière en tenant un bordel à Shanghai. Enfin, même pas en tenant un bordel, en étant garde du corps dans un bordel. Enfin, vraiment tout à fait au bas de l'échelle. Ensuite, il s'est adonné au trafic de drogue, d'opium en l'occurrence. Et puis ensuite, la bande verte est devenue le bras armé de Chiang Kai-shek, notamment à un moment assez clé, qui est 1927. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de la lecture de La condition humaine de Malraux. À un moment dans La condition humaine, Malraux parle d'un massacre en 1927, qui est le massacre des ouvriers communistes de Shanghai. Eh bien, ceux qui ont perpétré ce massacre, c'est la bande verte, alliée avec Chiang Kai-shek, et dans le cadre d'une sorte de rupture d'alliance, puisque Chiang Kai-shek était allié des communistes au départ, contre les forces occidentales, contre d'autres seigneurs de la guerre, puisque la Chine était en guerre civile de nouveau. Plus tard, il le sera d'ailleurs contre les Japonais. Et donc, il a trahi son alliance avec les communistes, et il a demandé à la bande verte d'exécuter tous les communistes, tous les ouvriers d'ailleurs communistes de la ville, et ça a été plusieurs milliers de morts. Ça a eu une très grande importance, puisque le mouvement communiste a été décapité, et que à la place, puisqu'il n'y avait plus de mouvement communiste ouvrier, enfin là aussi je schématise et je vais vite, eh bien c'est le mouvement communiste paysan qui a pris le dessus, incarné par Mao Tse-tung. Et c'est ça qui a lancé Mao Tse-tung. Mais avant que Mao Tse-tung prenne le pouvoir après-guerre, donc la bande verte a été le bras armé de Chiang Kai-shek. Et lorsque, pour aller très vite, Chiang Kai-shek perd le pouvoir,
eh bien, il part à Taïwan avec la bande verte, qui évidemment devient à nouveau le bras armé du pouvoir du Kuomintang, du pouvoir nationaliste de Chiang Kai-shek à Taïwan. Et ça, pour très longtemps, puisque ça a été le cas jusqu'aux années 80 dont je vous parlais. La bande verte existe encore. J'ai d'ailleurs rencontré des membres de la bande verte. Aujourd'hui, c'est devenu une association, une amicale de retraités. Ils sont plus très actifs d'un point de vue mafieux. En revanche, ils ont été remplacés par Bamboo Uni, dirigé donc par Lou Blanc aujourd'hui, qui pendant longtemps a presque co-géré l'île avec les nationalistes. Donc ils vont après la guerre. Donc une partie des triades vont à Taïwan et une autre partie. Donc tous ces gens-là partent de Chine, hein, évidemment, puisque la Chine communiste n'aimait pas beaucoup les triades. Et l'autre partie vont à Hong Kong et Macao. C'est vraiment les deux. C'est comme ça que ça s'opère. Voilà, vous voyez un peu le grand mouvement historique. À Hong Kong et Macao, je ne vais pas m'étendre dessus, mais c'est évidemment très important pour les triades qui prospèrent dans la colonisation, dans le Hong Kong colonial anglais, en s'adonnant à toutes sortes de trafics. Là aussi, je m'étale pas sur les activités criminelles des triades parce que c'est sans surprise que vous imaginez à peu près, ça couvre tous les spectres imaginables. Et les triades ont beaucoup d'imagination d'ailleurs sur les moyens de manière illégale gagner de l'argent, puisque le principal but des triades est de gagner de l'argent, et pour ça elles sont prêtes à trahir tout pouvoir politique avec lesquels elles pourraient d'ailleurs s'allier. Et donc ça, c'est l'épisode Hong Kong. Et pour aller très vite et venir à des choses plus contemporaines, c'est à Hong Kong, au moment où les Anglais signent avec la Chine de Deng Xiaoping un accord de rétrocession de Hong Kong, suivi de près par les Portugais pour Macao, que se noue un pacte, oui, entre les triades et le Parti communiste chinois. Alors, ce pacte, quel est-il ? Il court sur plusieurs années. Alors, moi, j'ai rencontré des anciens membres de services de renseignement anglais qui, à l'époque, enquêtaient dessus et avaient opéré des écoutes qui leur ont permis de mettre le doigt sur ces pactes. À l'époque, c'était effectivement un peu mystérieux. Aujourd'hui, c'est quasiment une notoriété publique, puisque j'ai retrouvé une interview de la personne, d'un Chinois qui était chargé, qui était le maître d'œuvre de ce pacte, et qui, sur un plateau de télévision dans les années 90 en Chine, expliquait que le Parti communiste chinois se rappelait de l'influence qu'avait eue la bande verte, que c'était un souvenir cuisant, et que donc, pour que la rétrocession de Hong Kong et de Macao se passe bien, il fallait s'assurer le concours des triades. Donc, ce pacte a lieu. Il court sur quelques années. Il est réactivé par 1989, Tiananmen, où les Chinois, le Parti communiste chinois s'aperçoit que les Hongkongais ne veulent pas d'eux, puisqu'ils manifestent en soutien aux étudiants chinois massacrés à Pékin et dans toute la Chine. Et ils s'aperçoivent aussi que les triades participent à la fuite d'un certain nombre de leaders étudiants chinois vers l'Occident. Et donc là, effectivement, il se rappelle à quel point il vaut mieux avoir les triades avec soi que contre soi. Et pour vous dire jusqu'où est allé ce pacte, en l'occurrence, il a été symboliquement scellé par le ministre de l'Intérieur de Deng Xiaoping, quelqu'un qui s'appelle Tao Siju, qui en est quand même venu à co-posséder le premier nightclub de Pékin, aux côtés de la Sun Yee-on, dont je vous parlais, cette triade de Hong Kong. Voilà. Et donc, cette anecdote met le doigt aussi sur quelque chose, qui est le fait qu'il est évidemment question d'argent dans ces histoires-là, et que l'autre dimension du pacte, qui était non seulement vous entravez pas la rétrocession, puis en gros, vous pourrez continuer vos activités criminelles dans vos territoires de Hong Kong, Macao, à condition qu'il n'y ait pas trop de débordements, parce que c'est un peu plus compliqué que ça en réalité. Mais le corollaire, surtout, c'était, et en échange, si vous ne compliquez pas la rétrocession, et puis surtout si vous mettez de votre côté, on vous permet d'investir en Chine. Et les triades ont investi énormément d'argent en Chine. Moi, je fais même l'hypothèse que, d'une certaine manière, elles ont appris le capitalisme aux dirigeants communistes chinois qui sortaient de la révolution culturelle. D'une certaine manière, là aussi je caricature un peu.
Mais les triades étaient extrêmement actives économiquement, extrêmement portées sur la contrefaçon, enfin sur vraiment un capitalisme sauvage qui a fait florès à partir de ce moment-là. Elles avaient déjà des réseaux mondialisés, contrairement au Parti communiste chinois. Donc voilà. Elles ont probablement appris beaucoup de choses au Parti communiste. Ce pacte, il a duré assez longtemps, il dure encore. Il est allé jusqu'à un certain nombre de moments assez clés, qui a été par exemple les répressions des mouvements démocratiques en 2014 et en 2019 à Hong Kong, où là, la police, qui était à l'époque encore un peu indépendante du pouvoir central chinois, puisque Hong Kong était censé, au terme de cet accord de 84, être une zone autonome et démocratique et dans laquelle l'état de droit avait cours en Chine. Et donc la police était un peu débordée. Et là, ce sont des hommes des triades qui ont mis fin finalement au mouvement par une très grande violence. Et j'ai d'ailleurs rencontré, ça c'était une des révélations de mon livre et de mon film, un Chinois de Hong Kong qui est aujourd'hui réfugié à Londres, quelqu'un de très haut niveau, qui le dit face caméra, il ne se cache pas, quelqu'un de très très haut niveau, qui était proche du pouvoir politique chinois et qui s'est retrouvé, me racontait-il, dans les années 2010, à devoir recouvrer une dette que lui devait un de ses anciens associés dans des très grosses entreprises. C'est un personnage qui a construit le plus grand aéroport de Chine, qui est l'aéroport de Pékin, avec sa femme qui était très proche du Premier ministre chinois de l'époque. Et donc il se retrouve à devoir récupérer une dette que j'imagine assez importante d'un ancien associé. Il va voir, me dit-il, il va dîner avec le chef d'une triade de Hong Kong, je ne sais pas laquelle. Vous imaginez déjà un peu les méthodes. Et donc, au cours du dîner, ce personnage lui révèle comment les triades ont, main dans la main avec les services secrets chinois, participé à quelque chose qui a fait beaucoup de bruit à Hong Kong, qui était l'enlèvement d'opposants à Xi Jinping à Hong Kong même, à une époque où Hong Kong était encore censé être autonome. Maintenant, c'est fini. Mais à l'époque, c'était encore le cas. Et donc, voilà, le chef de la triade lui raconte ça. Donc, ça, je crois que c'est un détail, mais ça en dit long sur l'intensité du pacte. Ce pacte opère aussi d'une certaine manière à Macao, qui est la petite sœur de Hong Kong, où là aussi, sous la houlette des triades qui historiquement contrôlaient le secteur du jeu et des casinos, Macao est devenue une place forte du blanchiment, une place forte absolument gigantesque, dans laquelle pendant des années une partie du PIB chinois s'est écoulée, à la fois parce que les Chinois aiment bien jouer, mais surtout parce que les Chinois n'avaient aucune confiance dans l'aptitude du régime chinois à leur permettre de conserver leur argent gagné légalement ou illégalement sous la forme de corruption. Donc Macao était devenu vraiment la plateforme de blanchiment et de départ, de fuite des capitaux. Voilà. Et là aussi, anecdote, Xi Jinping a mis plusieurs années, probablement 2 ans, à obtenir la chute de quelqu'un qui s'appelle Alvin Chou, qui était un ancien membre de la 14K, qui avait la main sur tous les casinos de Macao, et qui était un ancien associé de quelqu'un sur lequel j'ai beaucoup travaillé dans mon film et dans mon livre, qui a un nom assez poétique puisqu'il s'appelle Dents cassées. Et donc Xi Jinping a mis presque 2 ans pour obtenir sa tête. Donc vous imaginez les forces en présence. Le régime chinois, évidemment, ayant noué ce pacte, mais se méfiant énormément des triades. C'est pas parce qu'il y a eu un pacte, un concours d'intérêts, que ce n'est pas le cas. Et ce concours d'intérêts, donc ce pacte, donc il opère à Hong Kong et à Macao, comme je vous l'ai dit, il opère le long des routes de la soie en Asie du Sud-Est, puisque les triades, peu ou prou au service d'abord de leurs propres intérêts, mais aussi de ceux du régime, un certain nombre d'utilités. Il participe au contrôle des minorités chinoises qui sont très actives en Asie du Sud-Est, en Occident. Il sécurise un certain nombre d'infrastructures des routes de la soie. Donc voilà, il y a vraiment un intérêt de ces triades. Et quelqu'un comme Dents cassées, dont je vous parlais, sur lequel j'ai beaucoup enquêté, je l'ai même traqué jusqu'à Paris, pour vous dire, puisque j'ai soupçonné à un moment qu'il ait voulu acheter un appartement à Paris. Ce personnage qui est un pur criminel, qui a passé 15 ans de prison à Macao pour meurtre, et lorsqu'il s'est fait arrêter par les autorités portugaises de l'époque, ses suiveurs
ont commis plusieurs dizaines d'attentats à la bombe pour le faire libérer. Donc vous voyez le niveau de violence de ces gens-là. Et donc Dankasé est sorti de prison, il s'est mis totalement au service du régime. Par ailleurs, il opère des centres d'esclavage dont on parle beaucoup en ce moment, puisque ce sont des centres de ce qu'ils appellent en anglais de pig butchering, qui consiste en fait à kidnapper, enfermer, piéger des gens qui ensuite font des arnaques sur Internet, dont peut-être certains d'entre vous ont été victimes. Enfin, je crois que quasiment tout le monde a été confronté à ça. Eh bien, ça vient parfois d'Afrique noire, d'Afrique subsaharienne, ou parfois de ces centres, de ces scam centers au milieu de la jungle birmane, et donc Dankasé opère un certain nombre de ces centres. Et par ailleurs, il a des entreprises de sécurité qui donc sécurisent les investissements chinois le long des routes de la soie. Donc c'est un ancien de la 14K, comme je vous l'ai dit. Et lorsque le gouvernement américain a fini par le mettre sous sanction officiellement, parce que là, il allait vraiment très loin, parce qu'il voulait mettre la main sur des petites îles du Pacifique face à l'Australie. Mais littéralement mettre la main. C'est-à-dire, là aussi, lisez mon livre ou regardez mes films, vous verrez comment ça s'est passé. Donc là, pour les Américains, c'était trop. Donc pour la première fois, un membre d'une triade a été sous sanction. Eh bien, le gouvernement chinois a réagi en lui décernant une sorte... Alors, ce n'était pas le gouvernement, enfin, une entité liée au régime, comme tout d'ailleurs en Chine, a réagi en lui remettant un diplôme pour sa contribution au commerce international, qui était assez ironique, qu'il a reçu devant une caméra, et a priori, il coule des jours heureux entre Macao et la Chine continentale. Donc ça, c'est la suite du pacte. Et puis le dernier point, très rapidement, parce que je voudrais vraiment laisser du temps pour les questions, donc je vais très vite. 2 points dont je vais vous parler. Taïwan. Donc Taïwan, les triades sont très présentes historiquement. Aujourd'hui, Taïwan n'est plus gouverné par le Kuomintang, mais par l'opposition. Et pour aller très très vite, mais ça a été un des gros volets de mon enquête. J'ai passé vraiment beaucoup de temps à Taïwan. Ce que j'ai pu mettre à jour, c'est que les triades taïwanaises ont la capacité, selon les autorités, les services taïwanais, de lever à peu près 17 000 hommes, entre 17 000 et 25 000 hommes, en cas d'invasion chinoise. Et donc j'ai posé la question à mes interlocuteurs, donc au tyran de fer, ça c'est le nom du chef d'Alliance Céleste que j'ai rencontré très longuement. Si vous voulez avoir des détails, je raconte dans mon livre ma nuit avec le tyran de fer. J'ai vraiment passé une nuit avec lui. Alors on n'était pas tous les deux, heureusement. Il y avait également tous ses hommes, ses lieutenants. Enfin, c'était quelque chose d'assez impressionnant, et je crois un des moments les plus marquants, je crois, de ma carrière d'ailleurs. Et donc le tyran de fer, je lui ai posé la question, il a botté en touche, c'était vraiment le sujet interdit de l'interview, c'était la Chine. J'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais, sinon il a vraiment répondu à tout de manière assez libre. L'autre sujet un peu sensible, c'était ses liens avec le trafic de fentanyl éventuel vers les États-Unis. Ça, c'était un peu plus tendu. Il m'a fait une réponse très diplomatique, mais j'ai pu lui poser toutes les questions que je voulais, sauf la Chine. Où il est assez ambigu. En revanche, j'ai posé la question à un des hommes de loup blanc, donc ce fameux loup blanc dont je vous parlais, qui donc ces derniers jours s'est fait arrêter pour trafic d'héroïne, je crois, mais qui par ailleurs a également créé un parti politique pro-chinois à Taïwan. Et donc j'ai posé la question à un jeune cadre intermédiaire dont je vous parlais, donc ce personnage qui gère donc des centres de prostitution, etc. À Taïwan, surnommé La Clope, et qui m'a dit face caméra, moi je préfère pas me mêler de politique, moi ça m'embêterait, mais si l'organisation nous demande si l'organisation nous demande de voter sur est-ce qu'il faut qu'on soutienne une invasion chinoise militairement, je m'y opposerai parce que ça m'embête ces choses-là. En revanche, si l'organisation décide qu'il faut le faire, j'obéirai aux ordres, je le ferai. Voilà. Donc voilà, il m'a dit ça. Ça lui a pas porté chance, puisque j'ai appris lui aussi qu'il s'était fait arrêter il y a très peu de temps, en possession de pas mal d'armes d'ailleurs. Et je pense que le fait de m'avoir dit ça, qui a évidemment créé un gros barouf à Taïwan, qui a fait l'ouverture de tous les journaux, ça lui a pas porté chance, voilà, puisque je pense qu'il a été dans le viseur de la police à cause de ça. Bon, il était majeur et vacciné, je lui ai d'ailleurs même fait relire ses propos, les assumer. Voilà. Et donc, tout ça pour vous dire que donc les autorités taïwanaises sont extrêmement inquiètes de ça. Et donc là, j'ai lu un rapport d'Intelligence Online qui date d'il y a très peu de temps, je crois d'il y a quelques semaines là-dessus, qui raconte comment effectivement les autorités taïwanaises s'aperçoivent de ce qu'elles savaient déjà à l'époque aussi, mais de ce que moi je mettais à jour dans mon documentaire, puisque à l'époque, de leur côté, c'était pas tellement public. C'est-à-dire le fait que les triades, évidemment, prêtent main
main forte à la Chine pour non seulement une invasion hypothétique, mais aussi la mise en coupe réglée de Taïwan, l'infiltration de secteurs politiques et économiques, la mise en place de caches d'armes, enfin un certain nombre de choses que vous pouvez imaginer. Voilà. Le dernier point que je voulais aborder avant de répondre à vos questions éventuelles, c'est celle de l'exportation internationale. Bon, je vais aller très très vite là-dessus. C'est aussi un des gros dossiers de mon enquête, vous imaginez bien. Mais le temps passe et je commence à fatiguer. Les triades s'exportent, voilà, on en a un peu parlé depuis toujours, depuis le 19e siècle notamment, partout. Beaucoup en Amérique du Nord, en Europe aussi, principalement autour du Royaume-Uni, du Benelux, mais aussi de l'Italie et de la France. Elles sont présentes. Je posais d'ailleurs la question au tyran de fer qui m'expliquait comment ça marchait et comment il labellisait en fait des groupes criminels chinois qui voulaient se revendiquer d'Alliance Céleste ou bénéficier d'un certain nombre de services entre guillemets offerts par Alliance Céleste, un peu partout. Elles s'inscrivent dans les diasporas chinoises d'abord, qui sont partout leurs premières victimes, évidemment, comme toujours. Et elles opèrent un certain nombre de trafics. Et pour aller très vite, et je terminerai là-dessus, en France, elles sont notamment au centre du blanchiment d'argent. Notamment, il y a eu il y a quelques années une affaire célèbre autour d'Aubervilliers, d'un endroit qui s'appelle le CIFA, un centre de textile international d'Aubervilliers, où la police a démantelé des réseaux de blanchiment absolument gigantesques, puisque ces réseaux de blanchiment blanchissaient l'argent de groupes criminels chinois, de fraudeurs fiscaux, de groupes criminels maghrébins qui donnent au trafic de drogue. On est à Toulon, on n'est pas très loin de Marseille. Donc ça, c'était ces réseaux-là. Et lorsque j'ai posé la question à mes interlocuteurs dans la police, qui étaient en gros, très bien, ces réseaux que vous avez arrêtés, pour qui ils travaillent, quels sont leurs chefs, et surtout, est-ce qu'il y a derrière justement ces organisations pyramidales que sont les triades? Eh bien, ils ne savaient pas, puisque effectivement, il est extrêmement difficile d'enquêter là-dessus, très opaque, et parce que la police chinoise ne coopère pas, ou très peu. J'en ai même fait l'expérience, là je ne rentrerai pas dans le détail, mais on m'avait demandé quelque chose d'assez basique, c'est-à-dire un lien avec la police hongkongaise pour des choses vraiment de droit commun, et je me suis aperçu que la police hongkongaise refusait même d'obtenir des informations de l'extérieur, considérant que c'était trop sensible. Donc vous voyez un peu ce contexte-là qui explique pourquoi on ne peut pas savoir pour qui travaillent les uns et les autres, mais ce qui est sûr, c'est que les réseaux de blanchiment dont je vous parlais, trouvaient leur aboutissement, ou trouvent leur aboutissement dans le système financier de Hong Kong, qui est extrêmement puissant, et d'ailleurs quasiment le principal système financier de la Chine, même si la Chine essaye de le déporter vers Shanghai aujourd'hui, mais Shenzhen, ce système financier, il est contrôlé par un certain nombre de gens, d'entreprises, et par ailleurs également de réseaux criminels, dont potentiellement des triades. Donc voilà. Et en 2 mots, les autres activités des triades sur notre sol occidental, donc c'est évidemment le trafic de drogue, je parlais du fentanyl, la prostitution, l'immigration illégale, les contrefaçons. Très récemment, les Italiens ont démantelé, là pour le coup, des excroissances de la 14K, je crois, en Italie, qui étaient à la base de gigantesques trafics depuis la Chine, de contrefaçon, de fabrication de contrefaçon en Chine. Enfin voilà, bon écoutez, j'espère pas trop long ni trop confus, mais je vous ai fait un panorama des triades et de mon enquête. Et voilà, maintenant je répondrai avec plaisir à vos questions. Monsieur. Et en attendant, peut-être vous pouvez poser votre question et je la dis pour tout le monde. Moi, je suis proche de vous. Non, mais sinon, je peux répercuter ce que vous dites.
Merci beaucoup. Oui, comme ce sont des sociétés qui se veulent secrètes au départ, quel argument vous pouvez donner, vous, en tant que journaliste d'investigation, pour que ces gens acceptent de parler? Est-ce que c'est un argument psychologique de vanité? Parce que quelqu'un qui parle risque de trahir, il risque d'être arrêté ou de provoquer des arrestations. C'est d'ailleurs votre crainte quand quelqu'un est arrêté, on dit je vais peut-être être impliqué. Quel argument on peut donner quand on est journaliste pour que ces gens acceptent d'être approchés et interviewés, quoi, sans finir sous forme de farine animale ou de sushi, quoi? Alors, ce qui était plus simple par rapport à ça, c'est qu'en fait, j'ai interviewé les chefs. Donc, les chefs, ils sont libres de ce qu'ils disent. Ils trahissent personne, ils décident de parler, ils parlent. Et évidemment, dans ce qu'ils disent, c'était le contrat implicite, mais ça n'a même pas été une condition. J'ai vraiment eu aucune condition posée. Mais dans le contrat implicite, évidemment qu'ils ne disent pas des choses qui les incrimineraient ou leur nuiraient. Bon, en l'occurrence, je pense quand même que m'avoir parlé, ça leur a pas bénéficié. Mais toujours est-il que ils n'allaient pas me révéler des choses problématiques. Et ils ne l'ont pas fait d'ailleurs. Ils parlaient alors de différents sujets. Là aussi, je vous renvoie à mes travaux, mais ils parlaient de leur organisation, de leurs valeurs, de leur organisation, de leur expansion, etc., de leur séjour en prison, enfin de choses qui finalement en soi posent pas un problème. Bon, ça c'est la première chose. Ensuite, alors, pour les approcher, pour qu'ils acceptent de me parler, bon, je vous cache pas que ça n'a pas été simple, ça a été long et compliqué évidemment. J'ai eu beaucoup de portes fermées. D'Encassé par exemple, j'avais vraiment très envie de le rencontrer. Il y a eu plusieurs intermédiaires, dont un médecin qui le piquait avec des cures de jouvence en prison, son avocat, etc. Et finalement, ils m'ont fait comprendre que ils n'étaient pas sûrs que ça leur retombe pas dessus, puisque les intermédiaires sont des gens qui en fait sont une sorte de garantie de bonne fin, de garantie que ça se passe bien. Et évidemment, si ça se passe mal, c'est plutôt eux qui sont les premières victimes, que moi, qui suis journaliste, a priori quand même pas forcément exposé, même si j'ai dû évidemment être extrêmement prudent. Voilà, donc ça c'est le premier élément de réponse. Ensuite, ceux qui ont accepté, alors je pense par exemple, notamment, alors le plus fort, et le plus fort, c'était le tyran de fer, parce que lui, donc c'est le chef suprême, l'Alliance Céleste, qui est, je pense aujourd'hui, la triade dominante parmi toutes les triades, pour plein de raisons, qui est vraiment en expansion assez rapide. Et lui, alors vraiment, pour le coup, bon, tout le monde était assez surpris qu'il parle. Il avait, lui, pour le coup, jamais parlé à un journaliste, y compris chinois. Bon, en fait, j'ai identifié, grâce à un excellent relais, ce qu'on appelle un fixeur sur place à Taïwan, potentiellement quelqu'un qui le fréquentait, le connaissait, qui pouvait lui faire passer un message. Donc, moi, j'ai vraiment, avec mon fixeur, on a vraiment eu à cœur de démontrer que connaissait notre sujet. Je pense que ça joue beaucoup. On connaissait les codes, les manières de parler. Alors moi, je ne parle pas de chinois, mais mon fixeur s'est formé avec moi à comprendre comment on met les choses, comment on présente les choses. En fait, c'est très codé. On montrait qu'on n'était pas là pour faire un reportage et repartir chez nous, et que ça allait être absolument ridicule, moqueur, injurieux ou à côté de la plaque, etc. Je pense que ça a joué. On était des gens sérieux. Moi, je faisais valoir également une filmographie, des livres. Enfin, je leur montrais que j'étais quelqu'un de sérieux. Donc ça a peut-être joué. Également, ce qui a joué, c'est, je pense, la curiosité. Et un criminel est quelqu'un qui est curieux et voire paranoïaque. Je pense qu'il a dû se demander, mais qu'est-ce qu'un journaliste, pourquoi un journaliste français vient me voir? Qu'est-ce que même on pense de moi à l'extérieur? Qu'est-ce qu'on pense de moi en France, potentiellement? En France, on pense rien du tyran de fer. Je pense que... Mais bon, il a pu se poser la question. Et c'est là où on en vient aussi peut-être à la vanité, à l'ego. Je pense qu'il était flatté aussi. Et d'ailleurs, il m'a donné son interview devant tous ces hommes. Alors, regardez les premières images de mon documentaire, parce que là, on le voit, il est entouré de 25 personnes, des lieutenants, très massifs. Et par ailleurs, et c'est la suite de la réponse, je me posais évidemment la question. Quand il a accepté, à la surprise finalement de tout mon réseau, je me posais la question de savoir pourquoi il a accepté. Et comprendre pourquoi il avait accepté, c'était évidemment une manière de me protéger. Parce que si je comprenais pourquoi il avait accepté, eh bien, j'allais comprendre ce qu'il fallait peut-être que je dise, ou en tout cas ce qu'il fallait que je ne dise pas par rapport à lui. Parce que mon but était éviter de ensuite vivre sous protection pour la suite de ma carrière. Et j'en ai eu un indice quand en fait il arrivait au point de rendez-vous, et j'avais déjà rencontré Lou Blanc, qui est assez discret, qui a juste un chauffeur garde du corps, une énorme voiture, mais bon, pas tellement plus que ça. Il a beaucoup d'hommes à son service, mais en tout cas, quand je l'avais vu, c'était plus réduit. Et le tyran de fer, lui, est vraiment le grand chef.
est arrivé avec un convoi de peut-être 8 vannes noires, trentaine de gardes du corps, enfin 20 lieutenants, etc., etc. Et en fait, en voyant ça, ce déploiement de force, en le voyant, assez rapidement, on s'est rencontrés, je ne passe les détails, on a dîné, etc. Et j'ai demandé à un de ces lieutenants si je pouvais refilmer l'arrivée. Je ne l'avais pas filmé sur le moment, je ne pensais pas la filmer, j'avais un caméraman local, j'avais moi mon iPhone, et j'avais évidemment surtout pas pensé à filmer ça, en me disant, peut-être qu'ils ne veulent pas du tout qu'on filme ça, il arrive, etc. Et quand son lieutenant m'a dit, mais pas de problème, on va refaire ça. Alors, évidemment, le chef était pas forcément, était plus dans les voitures, mais on va refaire ça. Là, je me suis dit, ok, j'ai compris pourquoi il me donne cette interview. Eh bien, en jeu de soft power, d'image, et les mafias, toutes les mafias ont besoin que jusqu'ici, à Toulon, on dise qu'Alliance Céleste est une très grosse mafia. Et si l'un d'entre vous un jour reçoit, je ne sais pas, chez lui ou dans son entreprise un membre d'Alliance Céleste, eh bien, vous saurez que ce sont des gens très dangereux. Et c'est le but d'Alliance Céleste, c'est justement de projeter cette image-là pour faciliter d'éventuelles raquettes, par exemple. Voilà. Merci. Ça fonctionne ici. Donc entre les triades et les différentes mafias internationales, style mafia de la drogue par exemple, je pense qu'il doit y avoir des zones de contact et probablement des zones de friction. Parce qu'il peut y avoir des concurrences de territoire, des concurrences de domaine. Qu'est-ce que vous avez pu mesurer de ces zones de contact et de ces zones de friction ? Oui, bien sûr, il y a de toute façon toujours des zones de friction, d'abord internes, les triades évidemment se combattent, au sein des triades, évidemment il y a des grands serments de fraternité dont je vous parlais, les gens s'entretuent. Voilà. Le tyran de fer dont je parlais par exemple, il s'est fait un nom après la prison en devenant le bras armé d'une unité de tueurs qui était chargé de lutter contre une sécession d'un sous-groupe, d'une sous-branche d'Alliance Céleste. Ils appelaient la Société du Soleil. Ils ont créé la nouvelle Société du Soleil. Et le tyran de fer s'est retrouvé, je ne connais pas les détails, mais en tout cas à la tête de gens qui sont allés rafaler la nouvelle Société du Soleil au Cambodge, en l'occurrence, là où ça s'est passé. Donc il y a toujours des frictions. Et évidemment avec les groupes extérieurs aussi, bien sûr. Ensuite, les triades sont beaucoup moins violentes. Elles ont compris que, en fait, le but des triades, c'est de gagner de l'argent et la violence nuit au commerce. Donc, elles sont moins violentes que, par exemple, les narcos. Mais en parlant des narcos, par exemple, évidemment, les criminels coopèrent de toute façon. D'ailleurs, là, je fais une parenthèse. Je crois qu'une des rares choses qui fonctionne entre Israël et la Palestine, c'est la mafia israélo-palestinienne. Enfin, c'est la coopération entre les mafias israéliennes et palestiniennes ou arabes en général, qui marche visiblement, paraît-il, ou qui marchait à l'époque où je m'y étais intéressé assez bien. Donc, vous voyez que ça bouscule les frontières. Lorsque j'étais à Taïwan, par exemple, une de mes sources m'a dit qu'au même moment, il y avait probablement sur place un des représentants du cartel de Sinaloa, qui est un cartel mexicain. En l'occurrence, d'ailleurs, je parlais de Loup Blanc, il est tombé là, donc, récemment, d'après les papiers que j'ai lus, il y a une histoire de coopération avec un cartel mexicain. Et le but de la coopération avec les cartels, tout simplement, c'est de pouvoir importer vers les États-Unis, qui est un énorme marché de la drogue, un certain nombre de drogues. Donc il y a des coopérations, il y en a tout le temps eu. Je me suis beaucoup intéressé dans mon enquête à un personnage qui s'appelle Chichilop, issu de Hong Kong d'ailleurs, qui est arrivé au Canada. Le Canada qui est la place forte des triades aujourd'hui dans le monde, hein, hors des zones dont je vous parlais, en Occident en tout cas. Et donc ce Chichilop, par exemple, a lui rompu avec effectivement une forme quand même de fermeture des triades. Le Loup Blanc, par exemple, dont je parlais, est arrivé en Californie dans les années 70, officiellement comme étudiant. Il a monté en fait la succursale américaine de Bamboo Uni. Assez vite, il s'est mis à travailler avec des gangs vietnamiens locaux, des gangs chinois ou asiatiques locaux. Mais c'est vrai que ça restait quand même assez asiatique. Loup Blanc est ensuite tombé pour ça. Il a très très longtemps dans un pénitencier américain avant de revenir à Taïwan. Mais Chichilop, voilà, dont je parlais, lui a rompu avec ça et il a assez rapidement travaillé avec la mafia italo-américaine, avec les bikers
les motards et avec les cartels, voilà, par exemple. Et il est ensuite tombé, Tchechilov. J'ai d'ailleurs longuement rencontré le policier du FBI qui l'a traqué pendant très longtemps. Il a fait un certain nombre, une quinzaine d'années de prison. Et en sortant, là, il a mis en place le Amazon du trafic de drogue, c'est-à-dire une sorte de service de transport logistique pour le trafic de drogue pour toutes les triades qui se sont coalisées, et je pense au-delà des triades. Et son arrestation, il y a 4 ou 5 ans, a donné lieu à une opération des services de renseignement américains et occidentaux, et européens et australiens conjointes, extrêmement sophistiquée, qui a notamment consisté à cacher cette opération au service secret canadien. Et pour vous dire, l'infiltration des triades au sein même de l'appareil canadien. Ah bon, voilà, je détaille tout ça dans mon livre, je n'en parle pas dans le documentaire. Et donc voilà, je vous réponds par là sur la coopération avec d'autres entités. Oui, je voudrais savoir comment il y a des entreprises étrangères en Chine, à Hong Kong, etc. Comment ça se passe pour elles? Est-ce qu'elles sont confrontées systématiquement aux triades? Oui, c'est une très bonne question. Alors, elles ne sont pas confrontées systématiquement. J'ai un peu creusé. C'est pas un sujet que je connais très bien. Je peux pas tout cerner. Mais j'ai parlé à 2 personnes notamment de ça. Un entrepreneur français dans les années 80 qui effectivement me disait qu'elles étaient très présentes et qu'elles participaient notamment au blanchiment, à l'évacuation de tous les gains en fait, des entreprises. D'ailleurs, lui, il était à la fois à Hong Kong et dans le sud de la Chine, communiste. Et que donc tout l'argent était évacué, en fait, tous les bénéfices de ses associés partaient via les triades à Macao notamment. Donc elles étaient assez présentes. J'ai parlé plus récemment à quelqu'un, là c'était un peu le hasard, c'était quelqu'un, frère d'une amie, qui s'est lancé dans le commerce de vin à Hong Kong. C'est une bonne idée, a priori, les Chinois consomment beaucoup de vin, et qui s'est retrouvé à se faire tabasser très sérieusement par des inconnus qui étaient criminels, probablement membres de triades, puisque les triades considèrent que le vin est un de leurs marchés réservés, en tout cas à Hong Kong. Et voilà. Cassé, d'ailleurs, dont je parlais, a lancé... alors lui, il a lancé sa bière, non pas son vin, mais un certain nombre de ces ex-lieutenants auxquels je me suis intéressé ont lancé leur grand cru. Donc voilà, j'ai abordé assez rapidement, mais elles sont présentes. Enfin, elles l'étaient pendant les années 80, c'est la grande époque. Elles le sont encore aujourd'hui, sans doute moins. Je pense que la police, quand même, à la fois coopère avec les grands chefs et les grands intérêts économiques dans l'économie, et puis évidemment réprime la petite criminalité de rue, dans une ambiance un peu opaque, de corruption qui est propice à tous les excès qu'on peut imaginer. Donc voilà, oui, c'est évidemment, je pense, un enjeu pour des entreprises, en tout cas allant à Hong Kong ou Macao. À Taïwan, je pense beaucoup moins, que Taïwan a la chance d'être une démocratie. Les démocraties, c'est quand même beaucoup plus efficace pour lutter contre ces réseaux.